On garde le contact. On ne comprend pas parce qu'on n'avait pas la science. Que c'est en se basant sur mes valeurs qu'on fait venir un prophète. J'ai le droit de réclamer que ce prophète soit africain comme moi. Il y a à boire et à manger. Mais regardez ce monsieur. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui de fait. Ça, c'est carrément différent. Jouer sur la scène internationale n'a rien de sorcier. Il y a des conditions, il y a la charte des artistes. J'ai le droit, si on me dit. Petit budget, petite opération. On ne peut pas développer un monde où les Noirs sont développés et puis tout le monde est à la traîne. Sans téléphone et puis je parle à quelqu'un qui a un Amérique, comment il peut l'expliquer scientifiquement? Ça s'appelle la télépathie. La science ne peut jamais expliquer ça. Ne soyons pas naïfs. Désormais, retrouvez toute l'équipe à partir de 13h30 universel. Notez-le bien, 13h30. On garde le contact sur RTI2, c'est l'afro-optimisme en marche dans un débat franc, en direct et interactif. 13h30 désormais. D'être avec nous, mesdames, messieurs, vous êtes sur RTI2, vous suivez On garde le contact, le tableau récapitulatif du mois de mai 2015. Beaucoup de sujets ont marqué ce plateau, les internautes et les téléspectateurs ont fait des choix et ces choix-là concernent l'Afrique précoloniale et aussi les éléments déclencheurs de la colonisation, mesdames, messieurs. Et également, d'autres internautes et d'autres téléspectateurs souhaiteraient qu'on fasse un clin d'œil à ces Africains qui ont été considérés comme collabos dans la colonisation sur le continent africain. Vous avez le choix entre ces trois sujets et vous pouvez nous appeler par le téléphone 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous précédez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger et aussi si vous êtes habile avec un smartphone, un téléphone, une tablette ou un ordinateur, vous tapez l'adresse suivante facebook.com/on garde le contact et vous tombez tout droit sur Patrick Ndiakan. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes fidèles. Merci d'être avec nous Patrick. L'on rappelle aux téléspectateurs que tous les mardis, nous allons au Burkina Faso retrouver l'actu culturel et celui qui est sur place, qui fait office de correspondant, se nomme Youssef Ouedraogo. Il est déjà prêt. Il nous parlera d'événements culturels du côté du Burkina Faso et aussi il donnera son point de vue sur l'un des trois sujets qui ont émaillé le mois de mai 2015. Mais Patrick, notre téléspectateur des États-Unis d'hier, Tony Bradley, c'est un Ivoirien qui est aux États-Unis, qui appelle généralement de Washington, a fait une sortie hier, il s'est invité dans le débat hier avec un sujet qui n'était pas au programme, mais les internautes ont décidé quand même de réagir. Vous avez opéré un choix, oui. C'est celui de... il s'appelle Monsieur Olivier Tekor. Vraiment hier, Mohamed, vous l'avez dit, les internautes, heureusement que c'est à la fin de l'émission parce qu'ils ont été nombreux à réagir face à la réaction de Monsieur Bradley qui nous appelait de Washington. J'ai été captivé par la réaction de Olivier Tekor qui nous dit ici l'Afrique est pour les Africains. D'après les propos de Monsieur Tony Bradley, il nous dit j'aimerais terminer pour dire que Monsieur Bradley qui a appelé des USA que l'Afrique est pour les Africains et non pas pour les Occidentaux. On comprend qu'il est un afrocentriste, c'est un choix. Les panafricanistes du XXIe siècle ont dépassé cette mentalité de sauterelle et n'ont plus besoin de s'assimiler aux autres peuples pour écrire leur propre histoire. L'autodétermination, l'anti-victimisation et la virilité du peuple noir doit être notre cheval de combat. Ainsi répondait hier à M. Bradley de la part de M. Olivier Tekor. Voilà, à titre d'information, Bradley trouvait que l'Afrique n'appartenait pas aux Africains et il affirmait hier que tous les Blancs nés en Côte d'Ivoire sont d'office ivoiriens, ils doivent voir le code de la nationalité. Il demande aux Africains de ne pas parler de leur histoire. Pendant que hier, par exemple, il a choisi le mauvais jour parce que tous les derniers lundis de tous les mois de mai, c'est un jour férié et congé officiel aux États-Unis. C'est un jour qui est consacré à rendre hommage aux membres des forces armées des États-Unis, en plus du Veteran Day qui rend hommage aux anciens combattants. Par exemple, hier, c'était le Memorial Day. On se rappelle de l'histoire des États-Unis depuis la guerre du Vietnam jusqu'à nos jours. Alors, Bradley, qui est ivoirien, qui est africain, qui est aux États-Unis et qui choisit ce jour-là pour décrocher son téléphone, demander aux Africains de ne pas parler de leur histoire. Je pense que là il n'a pas convaincu
convaincu. Or, nous comptons sur les Africains de la diaspora comme lui pour que le combat soit mené à bien. Et aussi, l'on dit que l'Occident, l'Europe, les États-Unis ont toujours utilisé l'histoire pour avancer. Il nous demandait aussi, Bradley, de ne pas regarder dans le rétroviseur. Et je lui dis, par exemple, que sans regarder dans le rétroviseur, le chauffeur n'était pas sûr d'arriver sérénement à destination. Et aussi, il faut faire remarquer que la police de la pensée ne passe pas du tout sur ce programme. Il faut absolument que nous différencions, on garde les contacts d'un divertissement. C'est l'afro-optimisme qui est en marche. Nous acceptons les afro-centristes, nous acceptons les afro-réalistes, nous acceptons les autres races, nous acceptons même les afro-pessimistes. Voici le temps venu du grand déballage de nos différents sujets de la semaine, tout en rappelant que Tony Bradley peut toujours nous rappeler, c'est le rôle du best-of. Il faut se rappeler de ce qui a été dit aussi, bien circonscrire les différentes réactions et faire des ajouts ou parfois diminuer dans ce qu'on avait lancé sur le programme. On revient tout de suite. Le contact. Cette semaine, récapitulatif mai 2015. Réagissez au sujet de votre choix, lundi et mardi. Organisation et activités de l'Afrique précoloniale. Esclavage et traite négrière des Africains complices. Mercredi. Le cinéma ivoirien peut-il rebondir à la découverte de l'éducation artistique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Réalisé par Fatou Koulibaly, vous avez non seulement la parole, mais vous avez le choix entre plusieurs sujets. Patrick, les différents sujets sont là et on va s'intéresser à une autre réaction sur la toile concernant le best-of. Justement, Mohamed, j'ai été encore retenu par une autre réaction très intéressante. D'ailleurs, ce dernier a coupé la part en deux. Il s'appelle M. Clack Goupi. Il nous dit « La colonisation nous a permis la réorganisation des différents systèmes politiques de nos sociétés africaines. Aujourd'hui, tous, nous pratiquons la démocratie. Donc, la colonisation a eu un impact positif sur notre société, mais il ne faut pas ignorer l'aspect négatif, l'impérialisme et aussi la mainmise de ces puissances sur nos États faibles qui, aujourd'hui, ne favorisent pas notre décollage économique. » Merci beaucoup. Nos chroniqueurs et invités sont déjà prêts. Vous allez les dévisager juste après ce qui va suivre. Seydina Chérif Ahmed, bonjour. Merci d'être toujours là pour le service et bon pour le service. En face de vous, monsieur Inabo Delors. Bonjour Delors. Bonjour Mohamed. Merci beaucoup Delors d'être là et aussi merci pour le relais sur la toile. Vous avez beaucoup de supporters, vous avez beaucoup de sympathisants. Oui, on fait comme vous. Dès que vous postez les images de l'émission, là, un autre débat se déclenche là-bas. En effet, c'est avec beaucoup de joie que je me laisse surprendre de voir tout l'engouement que crée le concept de On garde le contact sur la toile. C'est encouragé, ça nous encourage aussi. D'accord. Monsieur Delors est juriste, il est passionné par les débats d'idées et tout ce qui concerne la culture générale l'intéresse énormément. Monsieur Théophile Nglolet, bonjour Théophile. Bonjour Mohamed. Ça va Théophile? Ça va. Vous, dans la vraie vie, vous vous appelez Théophile et aussi sur la toile, c'est Théophile. Non, dans la vraie vie, on est Franck Armel Niaouré. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas ça. Delors, vous allez m'expliquer ça un tout petit peu. Sur la toile, vous vous appelez Gabo Junior. Non, en fait, le problème avec moi, c'est que
j'ai beaucoup changé mes identifiants sur Facebook. Donc. Voilà. Et il est arrivé un certain moment où j'ai choisi Gabo Junior, alors que c'était ma dernière chance. Du coup, je ne peux plus revenir à mon nom à l'état civil, mais je me contente bien de ce nom. Voilà, ce sont des héros de la toile. Hein. Ils sont vraiment actifs sur la toile. Et je pense qu'en plus de leurs activités professionnelles, ils arrivent à consacrer du temps au débat d'idées et ils sont vraiment pointus. Alors, c'est la même histoire. Vous Oui, quant à moi, non seulement il y a ce fait-là que le réseau social en question ne permet pas de changer les identités quand au début on s'inscrit pour se protéger, parce qu'il y a aussi la cybercriminalité qui est là. Il faut pouvoir se protéger. Et une des choses, c'est de ne pas livrer sa vraie identité parce qu'on peut usurper cette identité, bien entendu. On ne savait pas qu'on garde le contact allait passer par là. Aujourd'hui, on vous a en son, en image. Hein? Oui, et nous bénissons le Seigneur. Et je veux dire qu'en fait, il y a à côté des personnes qui sont animées de bonne intention, il y a aussi des personnes qui passent donc bien entendu par ces réseaux sociaux pour arnaquer, pour faire du mal. Et nous pensons que donner une identité qui n'est pas la vôtre permet de vous protéger. Donc, on ne peut pas en vouloir à notre ami des États-Unis, Bradley. J'ai failli lui dire que ici, il ne faut pas avancer masqué. Il fallait venir avec sa vraie identité parce que Tony Bradley, ce n'est pas son vrai nom déjà. Voilà. La première fracture va commencer par les brèves. Parler de l'avenir, c'est parler du passé en s'appuyant peut-être sur ce qui se passe maintenant. Alors, nous sommes devant, au milieu et derrière le peuple par moment par rapport aux grands mouvements sociaux. Voici une activité menée par Radio Côte d'Ivoire baptisée By Night. Cette émission donne l'occasion aux artistes instrumentistes, surtout, de faire montre de leurs talents et de vitalité, de génie. On était sur place au dernier numéro. By Night. Vu que je suis une nouvelle artiste ici en Côte d'Ivoire, je trouve que c'est une très belle émission. Très heureux d'être à l'émission By Night. Je suis Zouglou Phil. Le Zouglou, c'est mon sang. C'est un plaisir de voir vous tous en live. C'est un groupe que j'aime beaucoup. By Night, c'est une émission qui fait la promotion de tous les artistes en live. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés pour cet autre numéro de By Night, l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire. Voilà, le live s'exprime. Monsieur Inabo, en l'absence d'émission de live sur la télévision, la radio était en train de prendre ses responsabilités. Oui, mais je te remercie, Mohamed, de soulever cette question. Mais ne disons pas en l'absence d'émission live. En fait, il faut que notre télé, et pour ça je compte sur vous, s'ouvre de plus en plus sur des programmes de promotion d'œuvres musicales, parce qu'aujourd'hui, il faut observer très objectivement. Il y en a, monsieur Inabo, il y en a. Showtime, C'est Midi, Musique Actu, le Beat de la 2. Encore qu'un programme sur une grande chaîne intercontinentale comme la RTI me soulevait uniquement la question de Showtime. Pour moi, ça paraît très bien. Et on profite pour lancer cette invitation à tous les téléspectateurs que l'enregistrement de Showtime aura lieu le samedi 30 mai 2015 au studio B de la RTI à 10h. 2 spectacles haut en couleur avec Bébé Philippe et Lady Glamour. Carton d'invitation disponible et à retirer à la maison de la télévision à Cocody. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bleu et sa team. Entrée gratuite. Cette équipe qui fait du bon travail. On salue Oroki Assisiko également et toute la grande équipe. C'est votre réponse, Gabo. Samedi 30 déjà. Hein? Un rendez-vous de promotion d'œuvres musicales. Okay, Showtime, samedi 30. Hein? Le rendez-vous est pris. C'est officiel. Il n'y a pas de souci. Si on pouvait avoir 3 jours sur 7 comme ça, où il y a des émissions de ce genre.
Si on continuait comme ça, on n'aurait pas ce plateau-là, par exemple, aussi. Non, mais on a 2 chaînes, heureusement. 2 chaînes, on peut faire plus. Monsieur Gabo, voilà, vous êtes invité demain. Vous êtes invité le samedi 30 mai à Showtime. Vous autres aussi également. Il faut contenter tout le monde. Hein? Merci, très bien. La suite, c'est avec cette sortie sur le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le correspondant sur place se nomme M. Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Oui, bonjour Mohamed Kanté. Merci d'être avec nous Youssef. Vous allez nous amener à l'espace CIAO, là où il s'est passé un événement très important. Oui, merci encore Mohamed Kanté. Le CIAO a été investi cette semaine par le concept de la nuit du Zongo Zongo, qui est donc un concept promotionnel de l'artiste Bebeto Bongo, autour donc du concept la nuit du Zongo Zongo. Plusieurs artistes invités, aussi bien de la Côte d'Ivoire que de Burkina Faso. On peut citer entre autres Tour de Garde, Révolution, Ange Paro, Agonzo du Burkina, Pluvi également, et puis Alassane Gang, Sanabob, et bien d'autres artistes ont mis donc le CIAO, on va dire, ont électrisé donc le public qui a fait le déplacement à l'occasion donc de ce concert promotionnel de l'artiste Bebeto Zongo. Rappelons que cet événement, la nuit du Zongo Zongo, a été donc organisé par Exit Prod en collaboration avec Albion Musique. Autre événement, Mohamed Kanté, qui a marqué aussi organisé ce week-end, c'est bien évidemment le lancement de la troisième création majeure du CITO. Entendu par CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, avec l'œuvre Grippe de Panthère. Disons que cette œuvre s'inspire donc de l'œuvre de Larry Naba Abga, qui a marqué l'univers culturel des Moussés, en tout cas de l'intérieur et de l'extérieur du Burkina. Et cette œuvre sera donc diffusée au CITO du 27 mai au 27 juin 2015. Et on termine l'activité, ou du moins les activités culturelles à Ouagadougou avec Awa Sissao, cette chanteuse à la voix ensorcelante et captivante, qui sera donc en attraction le 30 mai 2015 à l'Institut français de Ouagadougou, en prélude donc à ses 10 ans de carrière. Merci beaucoup à vous Youssef. À travers vous, on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Le pays bouge là-bas, hein, depuis les Koundé jusqu'à aujourd'hui. L'actualité culturelle est en mouvement. Seydina Chérif Ahmed, ça donne des idées ici en Côte d'Ivoire. Au Burkina, vraiment, il y a un bloc autour de la culture, ça se voit. Oui, je pense que le Burkina, la culture est comme le café cacao du Burkina Faso. Et ça fait que sur le plan international, le Burkina est très bien vu, bien placé. Il y a beaucoup de touristes qui vont au Burkina, il y a beaucoup d'événements. Aujourd'hui même, il y a plein de jeunes Ivoiriens qui sont dans la musique au Burkina, qui travaillent dans les studios d'enregistrement, qui travaillent dans les boîtes de nuit, etc. Alors, donc nous pensons que la culture peut nous permettre non seulement de nous unir, je pense que ça peut être là même qu'il aura que le panafricanisme peut déjà déclencher véritablement. Donc nous souhaitons qu'ici en Côte d'Ivoire, on puisse pouvoir vraiment mettre la culture de l'avant. C'est ça qui est mon combat. Voilà, c'est noté. Vous avez dit dans votre œuvre, La dictature culturelle, que par la culture, on peut sortir la tête de l'eau. Et dans cette fiction-là, celui à qui a été confié la refonte ou la refondation du pays était un homme de culture, et je pense qu'il a réussi à asseoir des bases qui ont permis au président d'être apprécié et de revenir, de s'installer dans l'estime de la population. Le siwofement. Siwofement, ça veut dire en baoulé, celui qui se connaît ne souffre pas. Alors, donc la conscience de soi est très importante dans le développement. C'est ce que je voulais dire, l'identité. Notre identité, si vous prenez tout à l'heure notre pièce d'identité, vous allez voir qu'il y a le nom de notre père et notre mère là-dedans. Ça veut dire notre passé. Ça veut dire notre passé. Alors, il y a notre nom aujourd'hui, il y a notre fonction aujourd'hui, ça veut dire que c'est notre présent. La date d'inspiration, est-ce que nous allons rester dans cette fonction jusqu'à la date d'inspiration de la pièce d'identité? Ça veut dire que le futur. Donc, on ne peut pas nous empêcher de parler de notre histoire. D'accord. Ouais. 3 mouvements instantanés, être dans le passé, dans le présent et dans le futur. Patrick, bien avant de nous faire l'état des lieux, nous sommes dans le best-of. Vous avez pu piocher une réaction d'internaute, une suggestion faite par un internaute. C'est vrai, Mohamed, vous venez de le dire, nous mettons un pied dans le passé, nous sommes dans le présent pour construire l'avenir
l'avenir. Et je pense qu'il y a une très bonne suggestion de la part d'un internaute qui a attiré hier notre attention. Il s'appelle Monsieur Touré Lasso. Il nous dit très bonne émission, mais j'aurais aimé que vous débattez aussi plus sur les problèmes de la jeunesse, parce que nous sommes le relais. Il y a une catégorie de jeunes âgés de 14 à 18 ans qui, pour ma part, n'ont pas droit aux bars, aux hôtels et aux boîtes de nuit. Pourquoi ne pas voter une loi interdisant les jeunes de moins de 18 ans à rester au dehors jusqu'à minuit, ce qui va pousser beaucoup de jeunes à avoir leur pièce d'identité et d'autres à ne pas sortir et à plus étudier. Mohamed, voici un peu la suggestion de Touré Lasso. Théophile, c'est la suggestion de Touré Lasso. Qu'est-ce que vous en pensez? Je résume ou est-ce que vous avez bien saisi? Oui, j'ai cru entendre qu'il suggérait des lois interdisant aux jeunes de sortir et permettant à d'autres... De 14-18 ans, donc aux jeunes de moins de 18 ans qui fréquentent les bars, les hôtels, les night, les clubs, les maquis. Oui, bon, c'est un fait, c'est un fait. Je pense que plutôt il faut pouvoir renforcer les capacités des parents, pour qu'il faut sensibiliser les parents sur leurs devoirs et non voter des lois pour interdire les enfants, parce que pour moi, officiellement, les nightclubs, les bars sont officiellement interdits au moins de 18 ans. Hein, oui, mais donc c'est une loi à l'endroit de ces tenanciers qu'il faut mener. C'est un projet de loi vers les tenanciers de ces espaces qu'il faut chercher à donner, et non une loi interdisant les enfants de sortir. Ça, vous trouvez ça que c'est restrictif? Non, pas que c'est restrictif, mais je veux dire que l'enfant lui-même, s'il est encore enfant, ça veut dire que quand on le rencontre dehors, on lui colle une sanction parce qu'on le voit dehors, lorsqu'il est enfant. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Alors qu'il y a deux personnes qui sont responsables, deux groupes de personnes, les parents de l'enfant et puis ceux qui les accueillent donc, dans ces lieux. L'enfant commet la faute d'être dehors très tard, d'être dans un nightclub par exemple, très tard dans la nuit, et les parents prennent la responsabilité, c'est ça? Non, l'enfant commet une gaffe en boîte de nuit, le responsable de la boîte de nuit doit s'expliquer. D'accord. Seydina? Oui, ce qu'il a dit, surtout à l'endroit des sujets qui concernent les jeunes. Moi, je pense que je voulais inviter l'équipe de Mohamed Kanté, l'équipe d'un garde de contact, d'inviter ici aujourd'hui, un autre jour, le ministre de la Jeunesse, maintenant parce qu'on a un ministre de la Jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est très important. Je pense que en ouvrant un débat avec lui, on pourra peut-être parler longuement des problèmes des jeunes. Et comme lui, étant le ministre, il pourra quand même prendre des notes et envoyer ces notes-là à qui de droit. Mais Seydina, vous voyez les choses de cette façon aussi. Est-ce que c'est la même approche que vous faites de ces problèmes-là? Le monsieur suggère qu'on soit un peu regardant sur les comportements des jeunes de moins de 18 ans qui aujourd'hui composent à près de 90% de la population dehors, tard dans la nuit. Le problème ne réside pas dans la restriction, dans l'interdiction de la loi. Le problème réside dans la détermination de qui est responsable quand un problème est posé. Ça ne sert à rien de dire qu'on interdit aux enfants d'aller dans les bars. Des enfants de 14 à 18 ans ne doivent pas être dans les bars. Il faut plutôt interdire aux bars de recevoir dans leur enceinte des enfants de ce genre. Si la porte des bars est fermée pour ceux-là, la possibilité pour ces enfants-là d'y entrer s'éteint d'elle seule. Et le problème est corrigé. Et je pense que ça, c'est déjà un peu suivi. À l'entrée de certains bars, c'est marqué interdit au moins de 18 ans déjà. Oui, dans son intervention, il a parlé du problème, des jeunes en tant que tel. Mais vous avez la question des problèmes des jeunes. Ce qui me dérange avec ce débat, c'est qu'on soulève cette question-là de façon générique. On ne sait pas bien ce qu'on fout dans la notion de problème des jeunes. Pourquoi on dit problème des jeunes et non pas problème des adultes? Tout le monde a des problèmes. Il ne faut pas se cacher derrière des thèmes vagues. Qu'est-ce qu'on veut voir changer pour la jeunesse? Il faut énumérer ça. C'est ahurissant de constater qu'aujourd'hui, à 24 ans, on est encore étudiant et qu'on vit chez ses parents. Alors que dans des pays dits développés, à partir de 16 ans déjà, il y a des plans qui sont mis en place pour plonger l'enfant dans un processus d'indépendance, voilà, vis-à-vis de ses parents. Ok, voilà, donc une fois qu'on rentre dans une dimension où on donne à celui qu'on appelle jeune les moyens
Les moyens, ce n'est pas forcément l'argent, hein, c'est toute l'architecture qui va autour. L'éducation, la préformation, la formation elle-même et l'emploi. Si les choses sont clairement définies, je pense qu'il y aura du mieux. Mais je voudrais terminer par un point. En fait, il m'a été donné d'observer, selon des réflexions personnelles, que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire le problème avec ces enfants qui n'aboutissent pas au bout de leurs études, ils ont ce problème-là parce que justement, ils ne voient pas l'avenir. Ils ne voient pas l'avenir. Il n'y a aucun modèle concret qu'on voit ici en Côte d'Ivoire d'une jeunesse qui sort de l'école et qui rentre dans le monde du travail. Ça, c'est pessimiste. Hein. Non, mais il faut le dire. Ça fait peur. Pour que, comme Seydina disait dans une... En fait, le problème, c'est quand on ne se connaît pas. Il faut faire un bon diagnostic pour apporter une bonne solution. Quand un enfant aujourd'hui sort du lycée, il ne sait même pas quoi choisir. Et généralement, il s'oriente sur la base de conseils et non pas de convictions. Voilà la grande difficulté de départ. Donc, quand on est engagé dans un processus où on n'est pas parti sur la base d'une conviction et qu'on est parti sur la base de conseils, ben après on se cherche. On n'a pas de visibilité sur là où on s'en va. Merci et beaucoup. On commence à peiner. Monsieur Touré Lasso, vous avez soulevé un mini-débat dans le débat. Je pense que les suggestions des uns et des autres ont été notées. Seydina souhaiterait que les autorités en charge de ces questions-là soient entendues. Voilà. C'est le ministre de la Jeunesse, il n'est pas le ministre du gouvernement, le ministre de la Jeunesse. Il faut qu'on puisse, voilà, les jeunes, pour qu'on puisse échanger, parce qu'on a des problèmes, le problème de formation dont tu as parlé, le problème d'emploi, et tu as soulevé certains problèmes que franchement ça me vient droit au cœur, le problème du système scolaire. Parce que je l'ai toujours dit et je vais toujours, peut-être je vais mourir en le disant, parce que c'est la formation. Le développement de l'Afrique, ça part de l'école. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Voilà, nous sommes le 26 mai 2015, c'est le best-of. Les habitués le savent désormais, à la fin de chaque mois, dans la dernière semaine, nous faisons un rétropédalage par rapport aux sujets qui ont été débattus ici en plateau. Et vos choix ont été les sujets suivants. L'organisation et les activités dans l'Afrique précoloniale. Est-ce que la civilisation ici sur le continent a commencé avec le contact du colonisateur, ou est-ce que nous avions notre génie, notre façon d'aborder la vie bien organisée, nous avions nos organisations bien avant le contact avec le colon? Si oui ou non, vous nous appelez, vous nous faites votre exposé. Et dans l'autre versant, quels ont été les éléments déclencheurs de la colonisation selon vous et selon l'histoire, madame, messieurs, vous pouvez nous le dire parce que la question n'est pas innocente. On trouve par exemple certains historiens et anthropologues tels le Sénégalais, vous nous rappellerez son nom, Tidiane Ndiaye, voilà, qui trouvait que sans la complicité active des Africains, la colonisation et les esclavages n'auraient pas du tout eu lieu. Alors, si vous partagez cette opinion, appelez-nous 22 42 54 pour réagir, ou encore vous posterez votre réaction via Facebook. Et Patrick sera là. Patrick, bien avant de passer de l'autre côté, vous avez un tampon pour nous. C'est clair, un tampon. Je dirais aussi le best-of des docs état des lieux qui ont eu lieu dans ce mois de mai 2015. Voici un document qui va vous rappeler, nous étions précisément le 18 mai de cette année, dans ce mois, je veux dire, un doc qui nous parle de l'histoire de l'esclavage. Nous avons tous vécu à un moment donné de notre vie l'esclavage, tant au niveau des Africains, des Américains, des Européens même. Voici un document en tout cas qui explique comment est-ce que l'esclavage est défini et comment est-ce qu'elle a été vécue par les différentes civilisations. Ça peut paraître idiot, hein, mais c'est important de poser une définition. C'est le fait pour un groupe social d'être soumis à un régime économique et politique qui le prive de toute liberté et le contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles, sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. J'apporterai une petite nuance personnelle à cette définition. En effet, si on peut caractériser un esclave par le fait qu'on lui procure un logement et un peu de nourriture contre du travail, on peut très bien le payer. 10 centimes par mois, c'est que dalle, mais pour moi, ça en fera toujours un esclave. L'esclavagisme, c'est donc le système social qui repose sur cette notion d'esclavage. Et c'est principalement ce que nous allons voir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que la définition d'esclave est assez large, et qu'à travers l'histoire et le monde, leur condition a pu être totalement différente. On pourrait être tenté de croire que l'esclavage remonte au tout début de l'humanité.
Oui, on pourrait être tenté de le croire, mais on a peu de preuves. Pour la période du néolithique, par exemple, on s'appuie sur l'analyse des dépouilles et des tombes pour savoir qui était qui. Et forcément, quand on a une tombe bien rangée, bien propre, avec un corps bien droit, et que juste à côté on a un mec qui joue au Mikado avec ses jambes, on peut être tenté de croire qu'il s'agissait d'un esclave. La première trace écrite qui nous expose cette pratique vient donc de la première civilisation possédant une écriture, les Sumériens. Dans ces récits, le portrait qui est dressé des esclaves est plutôt soft comparé à ce qui viendra des années plus tard. Un esclave peut donc l'être à titre temporaire. Par exemple, dans le cas d'une dette contractée mais non payée, ça peut être une solution jusqu'à ce que la personne ait remboursé. S'ils ont une obligation de servitude, ils peuvent tout de même épouser une femme libre s'ils le veulent. Ils peuvent même tenir un commerce. Dans le code d'Hammurabi dont nous avons parlé pendant l'épisode sur la peine de mort, il y a même des droits fondamentaux que l'on ne peut pas violer pour protéger les esclaves. On ne peut pas les séparer de leur famille, par exemple. Bon, par contre, en cas de faute, on peut très bien s'en débarrasser en les vendant ou en les marquant en fer rouge, pour qu'ils comprennent. Globalement, durant toute l'Antiquité, les esclaves sont surtout des prisonniers de guerre. On s'en sert pour les tâches domestiques, l'agriculture ou les travaux de construction. Ce document qui nous définit de façon très large, hein, Mohamed. Nous avons tous vécu, quand je dis nous avons, je parle de toutes les civilisations, de ces terres qui ont quelque part vécu un peu l'esclavage. Vous remarquez que les Africains arrêtent de pleurer sur le Non, pas forcément ça. Moi, je veux dire, quand vous regardez très bien ce document, vous remarquez que l'esclavage tel que nous l'avons vécu en Afrique n'était pas forcément ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les esclaves avaient une meilleure condition de vie, d'autres étaient payés, on ne les arrachait pas de leur famille, alors que lorsqu'il y a eu échange d'hommes de continent à un autre continent, c'est là que nous avons eu le visage hideux de l'esclavage que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a eu l'esclavage, c'est bien de le noter, le document nous l'apprend, et dans certains écrits, il paraît même que l'esclavage vient du mot slave, hein, et slave donc en anglais, c'est pas forcément en Afrique que tout cela a commencé. On invite maintenant les téléspectateurs et aussi les internautes à s'apprêter à réagir. Nous passons de l'autre côté et le débat va commencer. Nous rappelons les différents sujets. Est-ce qu'il y a eu des complicités internes sur le continent par rapport à l'avancée de la traite négrière et de l'esclavage? Est-ce que l'Afrique avait une civilisation bien avant l'arrivée du colon? Est-ce que c'était une société organisée, respectée et respectable? Et si oui, vous nous appelez, vous dites. Sinon, vous nous appelez également, vous nous faites savoir ce que vous savez en la matière. À tout à l'heure. Garde le contact. Cette semaine, récapitulatif mai 2015. Réagissez au sujet de votre choix, lundi et mardi. Organisation et activités de l'Afrique précoloniale. Esclavage et traite négrière des Africains complices. Mercredi. Le cinéma ivoirien peut-il rebondir à la découverte de l'éducation artistique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Le mercredi, le sujet est consacré à la culture. Donc demain, nous aurons rendez-vous avec Guy Defay, au même Amphi et les autres. On parlera du best-of du mois de mai 2015 en matière de culture. Il s'agira de cinéma et aussi d'éducation artistique. Le premier élément que vous allez voir est mené par Ismaël Diop. C'était le 12 mai 2015. On essayait de réfléchir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a eu des complicités sur le continent africain par rapport à l'esclavage et à la traite négrière? Dans notre société, ceux qu'on appelle esclaves, pour ne même pas utiliser le terme esclave, étaient dans le grand groupe des Nyamakala, c'est-à-dire avec les griots. Les Nyamakala, c'est les artisans, avec les griots, les forgerons, ainsi de suite. Pour dire que l'esclavage chez nous, ce n'était pas l'esclavage dégradant,
que les Occidentaux faisaient. On ne chosifiait pas. Voilà. C'était vraiment des êtres humains et une partie intégrante de la famille. L'esclavage, c'est un mot juste français. Et nous, on pourra essayer d'appeler notre façon de fonctionner, on peut appeler ça les prisonniers de guerre. Vous savez, quand vous prenez l'Empire du Mali, par exemple, les soi-disant esclaves dont on parle, qui sont les prisonniers de guerre, étaient une partie intégrante de notre société. Je vais prendre un petit exemple qui va étonner tout le monde quand on parle de Ngolo, le roi Ngolo. Dans son histoire, il était donné comme, je vais utiliser le terme français, esclave, dans la cour royale de Buton, parce que ses parents, son oncle ne pouvait pas payer l'impôt. Et il est envoyé en tant que serviteur. Mais aujourd'hui, quand on écrit, on dit il était esclave. Un esclave ne peut pas devenir roi. Très bien. Ismaël Diop était là ce jour-là. Ngolo était esclave et il a terminé roi. Donc la notion d'esclavage peut être différente de ce que vous entendez quand on se situe en Afrique ou encore sur d'autres continents ou encore quand on se soit dans le contexte de la traite négrière ou dans un autre contexte. Monsieur Koulibaly est en ligne depuis la Riviera. Bonjour Koulibaly. Monsieur Koulibaly. Nous n'avons aucun retour de M. Koulibaly. Alors, nous allons faire le tour des tables concernant ce premier élément de Ismaël Diop. M. Théophile, croyez-vous qu'il y a eu des complicités ici sur le continent africain? Et de quel genre de complicités s'agissait-il? Oui, moi je pense qu'effectivement il y a eu des complicités, mais c'est parti d'un fait. C'est parti d'un fait. Le fait, c'est que le blanc qui est arrivé en Afrique a échangé de manière équitable au départ. En fait, il est venu avec quelque chose et il échangeait normalement. À un moment donné, quand il a voulu plus, il a dû venir avec de la ruse et de la malice. Donc, une des formes de ruse était de proposer à ces Africains qu'il rencontrait la possibilité de pouvoir avoir plus d'argent, avoir plus de biens. Et donc, s'ils livraient par exemple leurs frères, et qui dit que le blanc n'a pas dit aux Africains que les plantations qui sont en Europe, les récoltes seront partagées. D'accord. Donc, toutes ces choses sont des possibilités. Je dis seulement que le blanc est venu avec un esprit de malice, est venu avec une ruse, et c'est justement ce qui a provoqué, lorsque les Africains ont commencé à se voir marginalisés. D'accord. Nous notons ça bien, nous notons ça très bien. Madame Sangaré est en ligne depuis Plateau de Cuy. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame. Nous faisons le récapitulatif du mois de mai 2015. Lequel des sujets vous intéresse? Voilà, j'ai voulu participer à une émission par rapport à l'esclavage. Voilà, bon, depuis la semaine dernière, j'ai voulu quand même apporter ma contribution, mais je n'ai pas pu. Voilà, j'ai un livre sur l'esclavage, un livre même musulman, qui vraiment raconte que l'islam même, c'est Dieu même qui l'a permis. Et puis, l'esclavage a existé depuis l'Antiquité. Il a existé chez les Égyptiens, les Chinois, les Indiens et les Grecs et les Romains. Les livres ont parlé aussi tels que la Torah et l'Évangile. Adgar, la mère même d'Ismaël, fils d'Abraham, celui de Dieu, était esclave. Le roi d'Égypte l'avait donné à Sarah, l'épouse d'Abraham, qui à son tour l'avait cédé aussi à son mari, qui l'épousa, et elle lui donna un fils. Qui n'a rien à voir avec le banditisme et la piraterie que les Européens le faisaient. Et disaient que les Européens pénétraient en Afrique et qu'ils kidnappaient les Noirs et les faisaient traite de la nègre sur le marché européen. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu ajouter. Et bon, chez nous-mêmes, il y a des esclaves, chez mon mari, et souvent il y a des préparations, il y a des femmes qui viennent, elles sont esclaves, elles viennent, elles contribuent, elles préparent, bon, quand elles vont, on leur donne quelque chose,
Mais ça n'a rien à voir avec la traite négrière. Voilà. D'accord. Ce que j'ai voulu apporter. Merci beaucoup, Madame Sangaré. Excellente journée au plateau d'Okui, Monsieur Inabo. Lorsqu'on se rapproche du sujet, on se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un canon orienté sur l'Afrique et sur les Africains seuls. Oui, ça c'est vrai. Par contre, nous sommes en train de commettre une grave erreur en déformant certaines choses. Voilà. Et à ce niveau-là, je voudrais rebondir sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure de notre frère, c'est Diop, Monsieur Diop. Ismaël Diop. Ismaël Diop, voilà. Il faut qu'on le dise tout clairement d'entrée de jeu. L'esclavage, c'est l'esclavage. Il m'a semblé l'entendre dire, ou du moins essayer d'apporter une atténuation pour laisser comprendre que la forme d'esclavage qui était pratiquée avant la pénétration coloniale était une espèce de servitude de moindre degré. Dans le genre, on a des serviteurs ou ce que nous appelons aujourd'hui hommes de maison ou femmes de ménage, mais ce n'était pas ça. Les esclaves sont des sujets chosifiés. Ce sont des choses. Ce sont des êtres humains, certes, mais qu'on utilise comme des choses, comme des biens. Autant on a un cheptel, autant on a un groupe d'esclaves, sur qui on a droit de vie et de mort. C'était comme ça en Afrique. C'était comme ça en Afrique. Ici, quand on disait un esclave, quand un empereur meurt, il y a un nombre de têtes qui va avec lui dans la tombe. C'était ça un esclave. L'esclave a de tout temps été une chose pour celui qui détient sur lui le droit de propriété. Mieux, ce que nous décrions aujourd'hui comme ayant été la traite négrière, où il y avait un mouvement de déportation de l'homme noir partant de l'Afrique vers les États-Unis, ce mouvement-là a eu à une certaine époque lieu, mais dans le sens inverse, quittant par exemple une partie de l'Asie vers l'Afrique. Les Juifs qui sont venus trouver refuge en Égypte, avec comment dirais-je, l'arrivée de Joseph en Égypte qui a été Premier ministre. Mais Joseph a été vendu par ses frères comme un esclave. Il y avait une caravane de marchands qui passait, à qui on a vendu l'individu. Quand ils l'ont pris et qu'ils sont arrivés en Égypte, ils l'ont vendu à un Égyptien. Voilà, les Égyptiens sont des Africains. Ils ont acheté un individu, ils en ont fait leur chose. Vous comprenez? Donc l'esclave n'a jamais été un simple serviteur. Un esclave est toujours resté un esclave. Les Africains ont pratiqué l'esclavage. Seulement, il faut faire la différence entre l'esclavage et la traite négrière qui, elle, a apporté une nouvelle forme de cruauté dans cette opération. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Seydina et les autres auront droit à la parole. Patrick, sur la toile, qu'est-ce qu'on en dit concrètement bien avant de passer à un autre chapitre? C'est clair que tout en considérant le fait que l'esclavage et la traite négrière ont bel et bien existé, ils préfèrent se tourner vers l'avenir en gardant la positivité. Il s'appelle M. Mathieu Boka. Il nous dit, moi je pense que bien évidemment avant l'avènement des colons, dit missionnaire, il avait une Afrique parfaite et en pleine harmonie. Pourquoi ces grands hommes qui ont tant fait la guerre avec ces blancs seront-ils des complices de ces mêmes personnes? Et c'est ça que le Sénégalais qui affirme. Moi je pense qu'il est temps de changer le cap, savoir si les monarques ont été complices ne vont pas changer le fait que les blancs nous pillent encore et encore. S'il vous plaît, soyons indulgents et avançons pour nous faire de nouveaux souvenirs. Terminons pour ce sujet avec Kadi Madous qui nous dit aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, quel que soit ce que nous pensons de tous ces hommes, nous subissons avec amertume les effets soit néfastes, soit bénéfiques de l'Occident. Nous, Africains, nous devons faire attention pour ne pas nous laisser manipuler par ce qui se passe. Pour cela, nous devons nous unir parce que l'union a fait la force. Aimons-nous les uns les autres, peuple africain. Seul l'amour du prochain nous sortira de ce cauchemar. Le 5 mai, le sujet était tout autre. Quel était l'état de l'Afrique bien avant le contact avec le colonisateur? Nous vous passons ici un élément dans lequel Seydina a fait un développement. Encourageait, même les missionnaires avaient s'installer en Afrique. On parle toujours de l'hospitalité des Africains. Sur le plan politique, on dit que les rois, même qui étaient les rois portugais, traitaient égaux à égaux avec les chefs d'ici. Donc ça veut dire, d'une part, il y avait des gens qui avaient des intentions, et il y avait d'autres qui étaient galants, qui étaient les Africains, galants, intelligents, des gens qui avaient un respect pour la diplomatie, puisqu'ils acceptaient des ambassadeurs ici. Est-ce que vous comprenez? Et
et les marins qui venaient, il y avait d'autres idées. Il faut que cette histoire soit connue de tous. L'Africain n'a jamais été injuste. Je prends un exemple ici très simple. Hein. Il y a l'arabe, l'historien arabe que tout le monde connaît, il s'appelle Ibn Boutata. Il disait que de ce que j'ai trouvé de bon dans la conduite des Noirs, les actes d'injustice sont rares chez eux. De tous les peuples, c'est celui qui est le moins porté à en commettre. Et le sultan, et pas le roi, ne pardonne jamais à quiconque s'en rend coupable. Vraiment reluisant hein, comme remarque par rapport au peuple africain. Bien avant de faire le tour, nous allons aller au Cameroun et retrouver Mme Sanogo Fatoumata. Malheureusement, le bip sonore nous fait remarquer qu'elle est déjà partie. 22 42 54. Et s'il s'agit d'un appel en provenance du Cameroun, il faut précéder ce numéro de plus 225. Cette émission est en direct et elle est interactive. C'est la vôtre. Alors, pour montrer l'organisation du continent africain, montrer le caractère, je vais dire, bien organisé des Africains, vous partez d'un point, le point de Soundiata Keïta, vous, M. Inabo. Oui, en effet, parce que ce qu'il y a d'aberrant dans tout ce qui s'est passé dans cette période dite coloniale et esclavagiste, c'est qu'on nous a fait croire que l'Afrique c'était le désordre, la barbarie, une contrée de personnes. Excusez, elle est de retour. Madame Sanogo, elle est de retour du Cameroun. Elle est de retour au téléphone. Elle nous appelle du Cameroun. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez le choix entre deux sujets aujourd'hui. Lequel des sujets vous intéresse? Oui. Je voulais dire quelque chose par rapport au débat de hier, celui qui a appelé des États-Unis. Oui. Oui. Voilà, parce que si j'ai bien compris, le monsieur en question disait que les Africains n'ont pas arrêté de mal parler aux Blancs, que les Blancs sont nos frères. Il faut qu'ils sachent que les Blancs n'ont jamais considéré les Africains comme les frères. Il faut qu'ils le sachent. L'Afrique, c'est pour nous, les Africains. L'Afrique, c'est là toujours pour nous. S'il n'est pas d'accord, qu'il fait ce qu'il veut. Non, c'est pas de problème. D'accord. Bon. Moi, j'ai connu des Blancs qui couchent avec les Africains et les mêmes Blancs qui s'assoient pour insulter les Africains. Et lui, en tant qu'un Africain, il se met de l'autre côté pour dire que les Africains n'ont pas arrêté de mal parler aux Blancs, que les Africains, les Blancs sont nos frères. Il se trompe. Sa grosse lunette en bois qui est sur ses yeux. Attention, attention, vous le connaissez. D'accord, ok, madame. Madame. D'accord, madame. On vous a saisi. Merci beaucoup, on vous a saisi. On vous a saisi. On voulait dire qu'il ne fallait pas affirmer des choses sans preuve. Peut-être qu'elle a des preuves de ce qu'elle avance, mais on a besoin des Africains de la diaspora comme Bradley. Il faut absolument mener cette démarche-là pour que ceux-là s'imprègnent vraiment de la mission de cette émission et de la mission des panafricanistes, parce qu'ils ont un avantage d'être africains et d'être de l'autre côté. Leur vision pourrait nous intéresser. Mais là, hier, en tout cas, il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas. D'accord. Ouais. D'accord. On revient alors à l'organisation du continent bien avant le contact avec la population. Oui, l'Afrique n'était pas un territoire de barbares sanguinaires. Il n'en a jamais été ainsi. L'Afrique était une terre d'hommes très organisés, intelligents, disciplinés et structurés. J'ai pris l'exemple hier de l'empereur Soundiata Keïta, qui est arrivé à la tête de l'Empire du Mali. Voilà, ce monsieur-là, nous savons tous les prouesses militaires dont il était l'objet. Il dirigeait une armée de plus de 200 000 soldats, comme je l'ai signifié hier, avec 40 000 archers. Alors, il faut comprendre que 200 000 soldats et 40 000 archers, ça nécessite une rigueur dans la formation. Où on enlevait les formateurs, où les éléments étaient formés, où on concevait les armes. Puisque quand on dit archer, c'est des gens qui faisaient le tir à l'arc. Où est-ce que leur dextérité était éprouvée? L'arc, c'est une arme de précision. Voilà, bien sûr. Il faut comprendre que les choses ne se sont pas construites au hasard. Il y avait une intelligence qui pensait et une intelligence qui exécutait. Son royaume était parmi l'un des plus grands de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, je dis bien de toute l'Afrique. Et nous voyons aujourd'hui que si nous voulons délimiter
c'était l'équivalent de quelque chose qui partait de la frontière du Sénégal jusqu'au-delà du Ghana actuel. Alors aujourd'hui, nous avons de petits pays avec un nombre de difficultés incalculables, alors qu'à l'époque, on avait un empereur établi sur ce qui peut représenter aujourd'hui 5 ou 6 pays d'Afrique de l'Ouest. 11 pays, merci, d'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez, oui, bien sûr, pour le cas de l'Empire du Mali en question. Ça, c'est un embryon de l'une. Et là, on parle d'un empereur. Des États-Unis déjà. Bien sûr, il faut avoir une certaine forme d'intelligence très avancée pour pouvoir trouver une structuration qui puisse aller. Et cet empire-là n'a pas vécu que 5 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, 5 ans, c'est la référence en termes de viabilité de nos mandats présidentiels ici. Mais ce sont des royaumes qui se sont étendus sur des siècles, c'est-à-dire des centaines d'années, et qui ont tenu jusqu'à ce que la balkanisation vienne par la suite, quelques années. Permettez-nous d'aller au Sénégal. Sidna, je sais que vous avez des notes concernant l'organisation du continent bien avant l'arrivée de colons. Monsieur Christian est au Sénégal. Monsieur Christian, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Christian. Vous êtes dans le best-of si on garde le contact. Lequel des sujets vous intéresse aujourd'hui? Oui, je voulais juste vous poser 2 questions là. 2 questions. Est-ce que, exemple, Dieu existe en Afrique? Est-ce que Dieu existe en Afrique? Nous prenons note. Oui. Est-ce que Dieu existe en Afrique? La question n'est pas innocente. Pourquoi vous posez cette question? Oui. Pourquoi vous posez cette question, M. Christian? Pardon? Bon, on répond à votre question par une autre. Pourquoi vous posez cette question de l'existence de Dieu sur le continent ou non? Parce que si on voit ce qui se passe en Afrique réellement, que les Africains vivent dans cette difficulté. Et en France, ils sont après, et alors que c'est eux-mêmes qui reviennent en Afrique, ils imposent, et que les Africains même se se réunir pour arrêter de certaines choses et détruire eux-mêmes proprement. Ça, vraiment, je vois que Dieu n'existe pas en Afrique. Nous prenons ça d'accord. Christian, nous prenons ça. On salue tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. C'est du désespoir, Seydina. Ça produit du désespoir au point de douter de l'existence de l'être suprême. Voici pourquoi il est important vraiment d'agir dans le sens de, je vais dire, de l'autodétermination, de la libération mentale. Il faut se mettre au travail. Il faut vraiment se mettre au travail. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il faut que, surtout, j'ai lancé plusieurs fois des appels, surtout même dans la dictature culturelle, à nos hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, qu'ils développent plus dans les prêches le fait que nous, Africains, on doit travailler et vivre ici à l'aise. Parce qu'on développe beaucoup la vie après la mort. Il faut qu'on développe aussi la vie sur terre en respectant spirituellement les principes de Dieu. Mais il faut qu'on nous apprenne à dire que, il faut qu'on nous apprenne à prendre conscience que si on travaille sur terre, on peut vivre aussi une vie parasitiaque. Et on peut aussi adorer Dieu. Et si on meurt un jour, on peut aller au paradis. Voilà. Mais nous pensons que... allez-y. Si tu permets, en fait, ce n'est pas du désespoir, c'est de la bêtise que de poser une telle question. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un peu fort, non, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait sans... où on efface notre propre responsabilité dans le processus de ce qui se produit. Dieu a créé les hommes, il les a mis sur la terre. Ils sont responsables des agissements qu'ils posent et des conséquences qui en découlent. On ne peut pas poser une action et puis en vouloir à Dieu pour les conséquences qui en découlent. Si on demande est-ce que Dieu existe encore en Afrique, c'est parce qu'on s'imagine que tout ce dans quoi l'Afrique est embarquée ne serait pas si Dieu avait dit non. Ouais. Mais Dieu n'a pas dit non, mais toi tu as dit oui. Donc si toi tu subis, comprends qu'il y a une logique dans ce qui t'arrive. Toi qui as posé l'action et qui vis la conséquence aujourd'hui, comprends que le seul et unique responsable de la chose, c'est toi. Les savants existent. Bien sûr. Les produits de propriété existent, mais il existe des gens sales. C'est eux qui n'utilisent pas les produits de propriété qui sont sales. Ils ne vont pas douter de l'existence de ces produits-là. Ils existent bel et bien, mais quand tu n'utilises pas, tu es sale. Merci. Bien sûr, il faut aussi dire, comme je le dis d'habitude, il faut que les Africains laissent Dieu en paix et se mettent au travail. Je l'ai toujours dit. Théophile, bien avant de prendre cette réaction qui vient d'être postée, bon Patrick, on va avec vous. D'accord, il s'appelle la Sundiata Kadjan Zulu.
Vous allez comprendre tout de suite sa réaction. Il nous dit quand nous nous informons sur les faits historiques, l'Afrique avait un passé glorieux. J'ajouterai que le déclin de l'Afrique s'est accentué quand le SEDERM ont mis pied en Afrique. Des villes comme Tombouctou étaient structurées. Ce n'était pas la seule ville d'ailleurs. Les Africains ne sortaient pas. La colonisation a accentué le processus d'aliénation culturelle, religieuse, intellectuelle, à telle enseigne que la plupart des Africains défendent l'indéfendable. Comme le dit Seydina, dictature culturelle, il va falloir la mettre en place. Alors Seydina, nous allons conclure pour ce best-of du mois de mai 2015. Ouais. L'afro-optimisme, c'est un leurre, c'est une vue de l'esprit, c'est un exercice vain. Non, Mohamed, c'est une réalité, c'est notre vie. Vous avez des Africains qui défendent, qui trouvent que vraiment il faut faire un blackout là-dessus pour avancer. Au fait, vous savez, l'Africain, ce n'est pas celui qui a forcément la peau noire. L'Africain, ce n'est pas seulement celui qui vit en Afrique ou bien qui a des parents africains. L'Africain, c'est celui qui a une identité, qui a un amour pour son continent et qui a un amour pour lui-même. C'est pour ça que le panafricanisme, c'est de l'humanisme. Le panafricanisme, au-delà que ce soit une forme politique ou culturelle, c'est l'amour pour autrui, l'amour pour l'être humain. Il faut que nous, les Africains, nous sachions que notre prochain, ce n'est ni l'arabe, ni le blanc. C'est l'Africain lui-même d'abord. Ce n'est pas, parce que je l'ai dit toujours ici, le chrétien pense que son prochain, le chrétien africain pense que son prochain, c'est le juif ou l'occidental. Le musulman africain pense que son prochain, c'est l'arabe. Non, ton prochain, que ce soit un Africain qui est chrétien, mais c'est lui qui est ton prochain d'abord, avant que les autres soient ton prochain. Les prochains. Donc, je veux dire, l'afro-optimiste, l'afro-pessimiste, et ceux qui sont dans le sens que nous avons vu hier, le téléphone, on doit les enseigner toujours. Oui, on doit les apporter le savoir. C'est pour ça que c'est très important qu'on puisse parler de notre histoire. Voilà, on ne doit pas se lasser. Justement, on a besoin. Ne pensons pas que être bourgeois, être riche, devenir galant, élégant, c'est devenir blanc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. Et tous les afro-optimistes ont eu quelques problèmes. Mais le dernier en date, c'était en 1992 au Bénin. Le président Nicéphore Soglo a fait Ouidad 92. Il avait besoin de faire rappeler le rôle joué par le Bénin dans les déportations et autres. Mais ça ne marche pas. Ça n'a pas été liste. Tout n'a pas été forcément liste. Quand on parle de complicité, ce sont ces gens d'esprit. Alors, Théophile, se souvenir du passé pour bien s'asseoir dans le présent et bien amorcer le futur, tel a été peut-être l'intérêt de la thématique du mois de mai. Oui, et je pense que c'est indispensable de pouvoir se souvenir, se rappeler, se commémorer ce qui s'est passé, afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous projeter dans le futur. Nous sommes les hommes d'hier. Nous avons des choses qui peuvent impacter le futur si nous creusons, n'est-ce pas, dans notre histoire. Et d'abord, est-ce qu'on peut dire que la prison n'est plus physique? Il n'y a plus de barres de fer, de barbelés, mais la prison est plutôt mentale. On est enchaînés, certains sont encore enchaînés. Encore que ceux qui sont dans cette prison, c'est eux qui ont le véritable problème. Suivez-moi bien, l'Africain, ce n'est pas celui qui est né en Afrique. L'Africain, c'est celui en qui l'Afrique est née. L'Afrique, c'est un ensemble de valeurs composé de détermination, d'optimisme et de désaliénation, justement. On ne va pas pleurer pour ce qui nous est arrivé hier. On va se relever parce que future is bright. L'avenir est glorieux. Merci beaucoup. Demain, on parlera de culture avec Bidéfer. On va s'intéresser aux mots qui minent la culture africaine et singulièrement aux mots qui minent la culture ivoirienne. Remerciements à Keita Suleiman pour la fluidité sur le plateau. Il a été un bon chef de plateau. Mes remerciements à tous ceux qui ont bossé sur ce programme. Pour les images, M. Crépin-Novan et aussi Afoué Roland. De l'autre côté, nous avons toutes les têtes bonnes pour le service ici à la RTI, le son, la lumière, le nodal, le magnéto. Bref, en tout cas, nous vous souhaitons d'excellents moments en notre compagnie. Madame, Monsieur, n'acceptez surtout pas pour l'autodétermination que quelqu'un vous dise « lève-toi et bats-toi » parce que quelqu'un qui vous demande de vous lever vous a déjà mis un peu à genoux. Demain à 13h15.